Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne et à regarder cette émission aussi. J'enregistre cette émission quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie. Mais personne ne peut prédire ce que demain sera fait. Voilà pourquoi dans cette émission, j'ai choisi de focaliser sur la situation humanitaire des réfugiés et déplacés syriens aux frontières libano-syriennes. Pour en parler, j'ai invité l'eurodéputée Véronique de Keyser, qui s'est rendue au Liban la semaine dernière. À Beyrouth, elle a rencontré le président libanais, M. Michel Slimane, et aux frontières libano-syriennes, elle a rencontré un certain nombre de réfugiés et déplacés syriens. Madame de Keyser, bonjour. Bonjour. Une réaction à chaud par rapport au cessez-le-feu en Syrie? Soulagement. Soulagement, et je dirais comme la mère de Napoléon, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Non, je n'y ai pas cru et j'attends encore de voir. Je n'y ai pas cru parce que je me dis c'est pas possible. Encore des promesses qui ne seront pas tenues. Et puis, depuis ce matin, oui, il y a un cessez-le-feu et je voudrais bien que ça se prolonge et que le plan Annan prenne véritablement forme. Vous revenez pratiquement tout droit du Liban. Vous avez rencontré notamment le président libanais, M. Slimane. Vous vous êtes rendu aussi vous avez visité un certain nombre de localités où sont situés donc des réfugiés et des déplacés syriens. Une réaction aussi? Bien, peut-être d'abord une réaction sur le gouvernement libanais. Oui. Le gouvernement libanais, j'ai vu effectivement le président Slimane, j'ai vu son Premier ministre, M. Mikati, j'ai vu son ministre des Affaires étrangères, donc j'ai vu finalement la tête du gouvernement et des députés libanais, tant de la majorité que de l'opposition. Je m'attendais, il faut savoir que le gouvernement libanais s'est dit sans aucune critique de ma part, est étiqueté plutôt pro-syrien. M. Mikati passe pour être un ami proche du président Bachar el-Assad. Et donc je m'attendais à une position assez dure par rapport à ce qui se passe en Syrie, je veux dire assez dure par rapport à ce que le président Bachar appelle des mouvements terroristes, etc., et à ce que nous appelons, nous, une révolte, et voire une révolution en Syrie. J'ai eu la surprise de voir beaucoup de réserve et beaucoup de dignité, finalement, dans le gouvernement libanais. C'est-à-dire une volonté de se tenir à l'écart politiquement, en tout cas, de ce qui se passe en Syrie, mais de remplir ses obligations sur le plan humanitaire, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les réfugiés du nord du pays, à la frontière nord entre la Syrie et le Liban, c'est-à-dire tout près de Homs, à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de Homs, sont effectivement secourus tant par un organe gouvernemental qui est le High Committee Relief que par des organismes internationaux comme le Haut Commissariat aux réfugiés ou des ONG européennes et quantité d'ONG islamiques. Donc de ce côté-là, le Nord, qui est à la limite de l'explosion, on peut y revenir, malgré tout est couvert par un soutien du gouvernement libanais et il n'y a eu peu ou pas quelques cas isolés au début de refoulement de ces réfugiés syriens vers la Syrie. Donc maintenant ça a stoppé. Cette solidarité est liée concrètement. Elle y est, et les réfugiés syriens sont pris pour le moment en charge par des familles libanaises qui elles-mêmes vivent dans le dénuement le plus total parce que la région est une région au nord qui est très pauvre, qui vivait du commerce, ou disons un peu de la contrebande, mais en tout cas qui vivait d'un commerce étroit avec la Syrie qui s'est complètement arrêté. C'est une région où il y a très peu de fonctionnaires publics, donc il n'y a pas d'emploi dans les services publics, et donc ce sont des familles pauvres qui prennent en charge des familles syriennes
elle-même dans une détresse totale, traumatisée par les bombardements, par la perte d'êtres chers dans leur famille. Et donc c'est vraiment une entraide qui est extrêmement émouvante sur place et qui, politiquement, est courageuse. Bon, est courageuse. C'est à peu près ce qu'on a vu lors des événements en Libye. Hein. Donc on avait vu aux frontières tuniso-libyennes des Tunisiens très modestes qui recevaient, qui aidaient, qui se solidarisaient. Et moi je avec venais des de la Syrie, de la Tunisie juste avant de passer au Liban, et les Tunisiens m'ont rappelé qu'ils ont endossé cette charge des réfugiés avec beaucoup de bonne volonté, de courage et de solidarité. Alors, il y a tout de même un bémol, et je voudrais le dire publiquement, parce que j'en ai parlé avec le gouvernement. Il y a, bon, c'est très difficile d'abord de recenser combien il y a de réfugiés au Liban, parce qu'entre la Syrie et le Liban, il n'y a pas de véritable frontière. Même la ligne de démarcation n'est pas claire. La plupart des familles libanaises ont des Syriens par mariage. C'est très consanguin. Et donc, il y a un demi-million de Syriens qui travaillent au Liban. Et donc, faire le décompte des réfugiés là-dedans est très difficile. Mais, grosso modo, on s'accorde à dire qu'il y a au moins 8000 dans le nord et à Tripoli, et qu'il y en a environ 6 à 8 000 dans la Bekaa. Et le problème que nous avons rencontré, c'est que si, pour le Nord, il y a une aide gouvernementale, le High Committee Relief, ce High Committee Relief n'a pas mandat pour la Bekaa. C'est-à-dire qu'il doit se concentrer sur le Nord. Et les réfugiés de la Bekaa, pour le moment, à part quelques aides du Haut Commissariat aux réfugiés, ne peuvent pas être secourus, et ça risque d'être explosif aussi. Donc là, il y a encore un soutien qui devrait être apporté, et j'espère que l'Union européenne va proposer, en tout cas... Dès votre retour, donc, vous avez demandé à l'Union européenne de traiter ce dossier comme prioritaire. Absolument. Est-ce qu'il y a du concret? Est-ce qu'on a déjà commencé on a une session la semaine prochaine à Strasbourg, et j'ai fait ajouter ce point à l'ordre du jour de Strasbourg. Et il y aura donc une interpellation de Cathy Ashton sur la question. Et si c'est un problème humanitaire, et nous devons le prendre comme un problème humanitaire, mais nous ne pouvons pas être aveugles sur le fait que si ce problème humanitaire n'est pas résolu, ça va devenir un problème politique. Parce que sur la question syrienne et sur la question de Bachar al-Assad lui-même, le Liban est divisé. Le Hezbollah est de conviction politique plus proche de la Syrie que ne l'est l'opposition libanaise qui, elle, s'est opposée au gouvernement syrien depuis longtemps. Et donc, la Syrie pourrait être une pomme de discorde, voire de l'éclatement du Liban, s'il n'y a pas toute la communauté internationale qui vient, non pas pour rentrer dans le jeu, mais pour dire nous allons nous occuper des réfugiés, occupez-vous du Liban, visez l'unité du Liban, ne laissez pas le Liban exploser à cause de la Syrie et aidez-nous à ce que la démocratie survienne en Syrie sans provoquer de guerre civile. Donc c'est tout un problème politique qui est là derrière. Madame de Keyser, vous connaissez très bien, et particulièrement la Syrie, vous vous êtes rendu plusieurs fois. Oui. Vous connaissez aussi Bachar el-Assad. Oui. Alors, quelle impression, quel sentiment vous avez par rapport à l'homme et à l'homme politique, à l'homme du pouvoir? J'aime bien que vous me posiez cette question parce que ça me permet de m'expliquer un petit peu, mais d'expliquer aussi la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de Bachar el-Assad. Lorsque Bachar el-Assad a pris la succession de son père, il avait un très lourd héritage derrière lui. Le régime de son père était un régime très dur, qui a monté un système très dur, tant au point de vue de l'armée que des services secrets, etc. Le régime syrien n'est pas tendre. Et pas plus d'ailleurs que le jeune roi du Maroc, quand il a pris la succession de son père, n'a eu facile, parce que ce sont ces jeunes héritiers qui viennent à un moment donné au pouvoir avec un héritage qui n'est pas des plus faciles. Du pire et du meilleur. Souvent du pire. Et certains
ont le courage de se démarquer. D'autres, en qui on plaçait des espoirs, et Bachar en faisait partie, a raté toutes les occasions de démocratisation de son pays. Néanmoins, l'Union européenne avait, depuis longtemps, trouvé que dans la politique de voisinage, le fait que la Syrie n'avait pas signé l'accord d'association Union européenne-Syrie, mais c'était une pièce manquante à cette politique de voisinage. Et il y avait des possibilités d'ouverture. Et donc, pendant des années, je me suis rendue, comme d'autres avant moi, comme Yanis Sakellariou, mon prédécesseur, s'est rendu avant moi en Syrie, pour aller discuter avec le gouvernement syrien, pour aller discuter avec son président des possibilités de nouer des contacts plus étroits entre l'Union européenne et la Syrie, parce que la Syrie est une pièce maîtresse de cette région. Frontière avec Israël, frontière avec l'Irak, lien avec l'Iran, elle pouvait être un facteur de stabilité dans la région et elle avait des besoins de transformation. Alors, chaque fois que j'ai vu le président Bachar al-Assad, j'ai eu la même stupéfaction de voir sa capacité d'analyse des besoins de réforme de son pays. Alors, il commençait chaque fois en disant « Oui, je sais bien que vous allez me dire que la Syrie doit se transformer, que je dois lever la loi d'urgence, qu'il faut élargir au multipartisme, qu'il faut modifier l'économie, etc., etc. » Et pendant une heure, il discourait en vous expliquant tout ce qu'il fallait qu'il fasse. J'ai dit « Mais président », je disais à chaque fois « Mais président, quand allez-vous le faire ?» Et il me disait « N'allons pas trop vite, ça prend beaucoup de temps de changer une société, laissez-moi le temps. » Et ça, c'est depuis 2003. Depuis 2003, il dit « Je sais ce qu'il faut faire, il faut du temps. » Et puis finalement, en 2005, quand il y a eu le congrès du Parti Basse, il n'y a pas eu d'élargissement au multipartisme, il n'y a pas eu de levée de la loi d'urgence, les répressions politiques ont continué. Et finalement, quand l'Union européenne s'est dit « mais on va signer cet accord d'association », c'est la Syrie qui a dit « mais moi je ne veux plus de cet accord d'association ». Et donc les ponts étaient rompus, il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, la Syrie n'a jamais été dénoncée comme coupable et le procès ne va pas en ce sens-là, mais à l'époque ça avait refroidi quelques ardeurs, bien entendu, à tort ou à raison. Mais quand tout s'est calmé, on a dit à la Syrie « mais vous signez ?» et ils ont dit non. Et Bachar n'a jamais bougé d'un poil. Et quand il a commencé maintenant, après les révolutions arabes, à dire « mais je vais transformer le pays », je croyais entendre exactement les mêmes discours que j'avais entendus en 2003, en 2004, en 2005. Et je me disais « mais comment peut-on encore le croire ?» Et puis quand il a commencé aussi à réprimer dans le sang les mouvements de révolte, je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de ceux qui avaient cru en lui, en tout cas au niveau européen, au niveau de la communauté internationale, ont dit mais là, il y a une ligne rouge qui est franchie. Ce n'est plus du temps. Ici, c'est vraiment aller contre une partie de son peuple. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Il a des partisans. Il a encore des partisans. Et c'est vrai, il faut les respecter, ces partisans. Mais il y a une opposition qui a été réprimée, et ça, au milieu de tortures et de sévices, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne pourra pas rester impuni quelque part. Est-ce que parce que vous l'avez approché, est-ce que parce que vous connaissez très bien et l'homme politique et l'homme, que vous avez déclaré récemment à certains de mes collègues belges que vous préférez qu'ils partent et qu'ils ne finissent pas, qu'ils ne terminent pas comme Kadhafi et Saddam? Ce n'est pas parce que je l'ai approché. Je me suis rendue en Irak avant la guerre d'Irak. J'ai approché, je n'ai jamais vu Saddam, mais j'avais vu ses tout proches, Saddam Hussein. Je ne pense pas que la justice et la démocratie se grandissent avec des lapidations, des têtes au bout des piques et ce genre d'événements sanglants. J'ai un souvenir horrible de la pendaison de Saddam Hussein. La lapidation, littéralement, de Kadhafi aurait pu en faire un martyr. C'est pas ça qu'on cherche.
il peut y avoir de la démocratie dans un pays qui est démocratique. Une transition, c'est normal. Un président qui s'en va pour laisser sa place à un autre, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est le bain de sang qu'il faudrait pour ça. Donc, je ne pense pas que la voie de la liberté en Syrie passe par ce genre d'événements sanglants. Et en tout cas, je ferai tout pour que le plan Annan, qui à mon avis est la seule issue possible, passe, soit soutenu, qu'il y ait une transition en Syrie et que cette transition-là ne se fasse sans effusion de sang. Maintenant, on me dit, il y a ça ou c'est la guerre civile. La guerre civile, l'escalade de la violence, l'armement des protagonistes, etc. Ça, ce serait vraiment un aveu d'impuissance de la communauté internationale. Il y a autre chose que je voudrais qu'on évite. Pas seulement le bain de sang, mais aussi le fait que cette Syrie, qui est un enjeu pour les puissances autour, serve de ce que j'appelle de proxy war, c'est-à-dire un terrain dans lequel des influences diverses, que ce soit celle de l'Iran, que ce soit celle de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., ou d'autres, que ce soit la Russie, etc., qu'on se serve de la Syrie comme un champ de bataille pour régler d'autres enjeux qui sont le jeu des pouvoirs, des puissances dans ce Moyen-Orient qui pourrait exploser. Cette guerre civile, comme l'a annoncé aussi tout récemment la ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton. Mais je crains cette proxy war. Je crains que dans l'exacerbation des tensions confessionnelles, par exemple, dans les enjeux divers qu'il peut y avoir, la Syrie, à travers une guerre civile, ne soit la cible de ces enjeux-là. Israël, certainement, mais Israël et l'Iran, certainement, sont des protagonistes du jeu, mais Israël, malgré tout ce qu'on peut dire, avait intérêt à préserver Bachar. Bachar n'a jamais embêté terriblement Israël. Bachar a fait beaucoup de déclarations sur les hauteurs du Golan, mais n'a jamais avancé à peu près le petit doigt, sauf peut-être très, très récemment. Et jusqu'à un certain point, je pense que le régime de Bachar, même si ce n'était pas la tasse de thé d'Israël, ça c'est évident, mais s'est conduit de manière à contourner Israël sans jamais interférer. Donc je ne pense pas que Bachar était gênant pour Israël. Je pense Ce sont des choses que vous vous dites tout haut entre députés européens, entre femmes et hommes politiques en Europe? Que Bachar n'a jamais été très gênant pour Israël, oui. Qu'on le publie dans les journaux, non. Mais je pense que c'est de facto. Mais dire maintenant que Israël soutenait Bachar al-Assad, non. Ça, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais le statu quo, pour le moment, n'était pas un problème majeur pour Israël. Je ne pense pas. Un mot par rapport aux Syriens, que vous connaissez aussi très bien, le peuple syrien. Comment vous expliquez sa résistance? Bon, le peuple syrien, comme les autres peuples du sud de la Méditerranée, veut des réformes économiques, il souffre de l'économie et veut davantage de liberté. Bon, il n'y a pas de raison de croire que ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé au Maroc sous des formes beaucoup plus modérées et ce qui s'est passé au Bahreïn, etc., devrait laisser la Syrie complètement intacte. Donc, il y a eu des révoltes, une micro-révolution, mais elle était réprimée dans le sang. Elle a été réprimée dans le sang. Alors on me dit, mais Bachar, il n'y a plus de manifestations dans la rue. Il n'y a plus de manifestations dans la rue parce qu'on a bombardé, parce qu'on a torturé, parce qu'on a emprisonné, etc. Mais malgré tout, l'opposition subsiste et avec un courage qui est un courage inouï. Moi, j'ai connu des Syriens, mais du temps de Bachar, qui étaient des opposants. Et ils savaient que la police secrète était là, qu'il y avait des services d'intelligence, mais ils tenaient des propos absolument libres parce qu'ils disaient « nous n'allons pas
nous faire, nous laisser terroriser par les méthodes de Bachar al-Assad. Je dis, vous vous rendez compte de ce que vous me dites, et vous me dites que les services secrets nous écoutent. Et il répondait, on s'en fout. Et il répondait qu'à l'époque, le régime frappait, pas toujours. On pouvait parler et dire des choses épouvantables pendant un mois, rien ne se passait, puis tout à coup on était pris, on était jeté en prison. Donc que c'était assez aléatoire. Aujourd'hui, les Syriens résistent, mais le régime a des alliés. Il a l'armée sur laquelle il peut compter, il a sa famille, il y a les commerçants qui pensaient que bon, ils pouvaient faire des affaires sous Bachar al-Assad et qui craignent le changement. Il y a les minorités confessionnelles qui ont bénéficié d'une immense tolérance sous Bachar al-Assad. C'est exact, c'est tout à fait vrai, mais qu'aujourd'hui, Bachar a tendance à opposer en disant attention, si je ne suis plus là, les chrétiens vont être persécutés, les tels vont être persécutés, etc. J'étais extrêmement libéral, mais les autres ne le sont pas. Et donc, les minorités confessionnelles ont peur d'un changement. Et les commerçants, pour le moment, ne voient pas encore la nécessité d'un changement. Et il y a toute une partie de la population qui se dit mais on ne sait pas ce qui va se passer, regardez ce qui se passe en Égypte, regardez ailleurs, que nous vaudrait un changement, alors que, ma foi, si on ne s'occupe pas trop de politique, on n'était pas si mal que ça en Syrie. Et donc, mais ce peuple syrien, il est merveilleux. Et je suis sûre que, et je voudrais qu'il arrive à vivre plus de liberté, plus de démocratie, sans perdre la tolérance religieuse qu'il avait, sans perdre ce haut niveau d'éducation, sans perdre les écoles, sans perdre... et qu'on ne détruise pas la Syrie sous prétexte d'en faire une démocratie avec des ingérences extérieures. Madame de Keyser, vous êtes rendue aux frontières libano-syriennes. Est-ce que vous irez éventuellement voir les réfugiés et déplacés syriens aux frontières turco-syriennes? Oui, c'était mon intention. J'avais l'intention d'y aller. C'est parce que j'ai dû passer par la Tunisie que je n'ai pas pu le faire au cours de ce voyage. Et je pense qu'il faut que l'Union européenne, de toute manière, s'intéresse à ces camps de réfugiés. Comme je l'ai dit, c'est à la fois un problème humanitaire et un problème politique. Alors, je voudrais qu'on évite de faire trop d'interférences, effectivement, ou d'ingérence dans ce qui se passe en Syrie, qu'on soutienne le plan Annan, mais qu'on considère que les réfugiés syriens, c'est une priorité humanitaire et une sorte de devoir politique de l'Europe. Madame de Keyser, merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.